Qu'est-ce que tu bois, Jay? Moi, je bois un petit vin blanc. Je pourrais aucunement te dire ce qu'il y a dedans ou blablabla, pourcentage d'alcool, goût, blablabla, pastille. Non, mais je sais que c'est du vin blanc. C'est du vin blanc? OK. Puis Alizé, toi, t'es à l'eau? Ouais. OK. Moi, je vais aller à la petite bière. On part ça? Let's go. Ouais, je suis prêt. C'est moi qui présente, là. Ouais, Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et je dis les noms parce qu'aujourd'hui, je suis avec Alizé Noumedem. Bonjour, Alizé. Salut! Et Jérémy Lapage. Salut, Jérémy. Bonjour, François, ça va bien? Bonjour, ça va? Et cette semaine, Québec repousse pousse la fonte pour masquer la gronde et on prédit le vainqueur de la présidentielle américaine, Kanye West. Kanye West sera le nouveau président. Vous l'avez entendu aux Engagés publics. Bonjour tout le monde. Bonjour, François, ça va bien? Ça va, vous êtes en forme? Ouais, oui. Pas trop pire. Good. J'aime ça entendre ça. Et si vous êtes en forme à la maison, si vous avez du temps, si vous avez de l'énergie, un peu la flamme en vous de changer les choses, oubliez pas, on en parle un peu moins, mais oubliez pas que vous pouvez aller vous impliquer en commençant en quelque part sur agir.engagépublic.com, votre plateforme pour voir où s'engager dans les partis, faire un pays, essayer de faire la transition écologique avec nous, vous impliquer pendant la pandémie. Il y a bilan au début de la pandémie. Le gouvernement avait demandé de passer par la plateforme Je bénévole. Fait qu'on peut le faire en passant par agir.engagépublic.com. Sinon, on a parlé, Jay, toi puis moi tantôt, tu veux un beau hoodie des engagés publics? Ouais, parce que là, c'est ça, de ce que j'ai compris. Maintenant, les engagés publics, ils font leur propre merch, ils font leur propre linge, que ce soit des t-shirts, des crewnecks, des hoodies. Puis j'en ai pas encore un. Fait que moi, c'est sûr que je veux absolument me commander un bon vieux hoodie des familles. Mm-hmm. J'aimerais même ça me citer, mais je sais pas quel quote que j'ai dit qui serait intéressant. Je sais pas, faudrait que t'en fasses une. Ouais, c'est ça. Peut-être, en fait, c'est ça, c'est que j'en ai pas fait. Fait qu'il faudrait qu'aujourd'hui, je te fasse une belle quote, puis que l'on te dise, OK, c'est ça que je vais mettre sur mon hoodie, puis je te commande ça pour j'ai vraiment hâte de l'avoir. On va faire ça. En attendant, avant que je mette ton hoodie en ligne, vous pouvez déjà aller sur notre boutique pour trouver des t-shirts, des affiches, des tasses, des macarons, puis on va sur boutique.engagépublic.com pour trouver tout ça. Sérieusement, là, au début de la semaine, je pense qu'il était lundi, puis j'avais déjà assez de stock pour faire un épisode tellement il y avait eu d'actualité. Fait que si, pour les auditeurs, votre actualité n'est pas là, soyez indulgents. J'ai un peu dû élaguer. Il y avait tellement de stock. Je capotais. Il y a beaucoup d'actu. Commençons avec Québec, comme d'habitude, gang, on va jaser de ça. Côté pandémie, les mesures sanitaires en zone rouge sont prolongées, ça vous devez sûrement le savoir. La courbe est encore stable, là. On est passé de 1000, on a descendu à 800, on est remonté à 1100 aujourd'hui, donc il n'est pas dans la bonne direction, mais au moins Qu'est-ce que tu dis, Jay? Des coups-ci, coups-ça, maintenant. Ouais, en tout cas. Les gyms ont tenté d'ouvrir puis de défier le gouvernement, mais le mouvement s'est essoufflé assez rapidement devant la menace d'amende salée. Et Geneviève Guilbeault a encore été au centre de l'actualité avec son appel à l'opposition de faire preuve de solidarité, parce que j'ai compris que Anglade a critiqué vivement le gouvernement, puis elle l'a accusé. Est-ce que j'ai-tu bien vu qu'elle l'a accusé de menacer la paix sociale? Ça, Alizé, je pense qu'elle serait en meilleure capacité que moi de répondre à ça, vu que c'est en lien avec son parti libéral. Mais moi, j'ai vu ça. J'ai vu un article comme quoi ça disait que c'est une accusation. C'est comme comme laissez-nous gouverner, dans le sens où arrêtez de chialer comme. C'est bizarre. Le mood est vraiment pas comme était en mars-avril. C'est un peu du Geneviève Guilbeault tout craché, hein. Je veux dire, comment dire. Elle aime avoir une certaine. Tu sais, c'est une femme de poigne, hein. C'est. Mais toi, en tant que femme, Alizé, tu devrais être contente de voir une femme qui s'affirme de cette façon-là. Attends, là, c'est pas. Il y a s'affirmer puis s'affirmer, là. Je veux dire, on peut totalement assumer un leadership sans reprocher aux oppositions de faire leur exercice démocratique parlementaire. Tu comprends? C'est vrai. Comme, je sais pas, moi, je suis à l'aise avec ça, mais visiblement, Geneviève Guilbeault, c'est pas la première fois qu'elle nous montre
qu'elle est pas très à l'aise avec le processus normal démocratique. Ouais, en tout cas, la critique a trouvé ça un petit peu rough. Puis pour continuer là-dessus, en plus, il y a le Parti québécois qui a demandé une nomination là, d'un observateur indépendant pour créer une cellule de crise à la COVID. Fait que l'actualité pandémique a encore occupé beaucoup la scène. J'ai un peu élagué parce qu'il y a trop de stock. Mais anyway, on est tous écœurés d'entendre parler de pandémie. Ouais. Parlons d'autres choses un peu différentes. Québec ne veut pas manquer le train des minéraux stratégiques. Donc, Alizée, je pense que tu voulais en parler un peu. Québec veut investir là-dedans. Oups! Sinon, la vice-présidente du CA du Panier Bleu est la conjointe du ministre de la Santé. Ça paraît pas bien. Aussi, cette semaine, ça a été dans les bulles souverainistes, hein, mon Jay? T'as-tu une petite bulle souverainiste sur ton Facebook, dans ma bonne vieille bulle des familles des algorithmes Facebook, que je vois que des informations. Fait que t'as juste vu des affaires sur le référendum cette semaine, toi. Dans ma tête, en ce moment, là, au Québec, tout le monde parle du référendum de 1995. Toi, Alizée, ton Facebook, est-ce que c'est juste le référendum mur à mur? C'est mieux que je dise pas qu'est-ce que sur mon Facebook en ce moment. Ben, c'est quoi ton Facebook en ce moment? Comment? Ah, ben, tu sais, comment dire... il y a des faits historiques, hein? On peut les observer. Après, si on a une version de l'histoire. Elle dit son mur Facebook, François, c'est probablement Nathalie Normando qui a été acquittée. Non, même pas. Je lance ça comme ça. Non, je suis sûr que non. Non, je suis sûr que non. En tout cas, Jay puis moi, on a vu... C'est petit. C'est petit. Attaque frontale, comme on dit aux engagés publics. Ça nous prend un t-shirt, les attaques frontales. C'est pas comme si dans les notes, j'avais écrit comme un gros paragraphe en faveur de... Non, mais... C'est fort, là, mais OK, on en reparlera. on en parle. Mais non, pour vrai, c'est même pas la première petite flèche que je lance comme ça, puis gêne-toi pas, pour vrai, si tu veux m'en lancer des flèches par rapport à... Que ce soit le Parti québécois ou l'indépendance. Genre, je veux dire, il y a aucune méchanceté dans... Peu importe ce que je vais dire dans les engagés publics, c'est vraiment pour juste avoir une belle discussion, puis tu sais, c'est vendredi soir, on boit du vin, on boit de la bière, on est là pour décrocher, fait faut vraiment prendre rien de personnel. On est là pour s'amuser. Parlant de s'amuser, c'est ça. Nous, on avait pas mal de publications dans notre bulle des médias sociaux sur le référendum de 95 parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui même. On enregistre qui est vendredi soir. Donc, c'est aujourd'hui même, ce soir, le 25e anniversaire du référendum. Il y a eu un sondage léger sur la souveraineté. Ça semble être toujours vivant, autour de 36% au national, mais on note que c'est assez boudé par les jeunes. J'en parlerai tantôt. Sortie quand même surprenante en lien avec cet anniversaire-là du PLQ et de Mme Anglade, où, et je la cite, il y aurait quelque chose d'inachevé avec l'État constitutionnel du Québec, et même le PLQ veut reprendre le flambeau de la société distincte. Donc, mais qui êtes-vous et qu'avez-vous fait du PLQ? On pourra peut-être en reparler tantôt. Puis, on voulait aussi en parler. On ouvre la grande discussion avec ça à Montréal, un peu de montréalo-centriste et de centrisme et pour nos amis de Québec. À Montréal, il y aurait des vives tensions à Projet Montréal et Valérie Plante serait prête à sacrifier des élus, rien de moins. Fait que je pense qu'Alizée, tu voulais m'en parler. Est-ce que Projet, comme on aime l'appeler, va imploser? Ben, c'est sûr que les partis politiques sont jamais à l'abri de crises internes. Puis là, effectivement, on a l'impression qu'il y a une forme de règlement de compte. Tu as un élu qui risque de se faire tasser. Puis justement, il a décidé... Tu peux juste, même moi, j'ai pas suivi parce que je voulais en discuter avec toi comme réellement. Tu peux-tu donner un peu le contexte tu parles d'un élu, c'est quoi qui se passe exactement? Ben, en fait, c'est ça, Montréal est divisé en plusieurs arrondissements. Ouais. Puis c'est ça, les partis peuvent présenter des candidats dans chacun de ces arrondissements-là. Il y en a des... C'est un peu particulier, là. Mont-Royal, je pense, c'est Mont-Royal, c'est un arrondissement. Non, Plateau Mont-Royal. Ouais. Puis Rosemont, Petite-Patrie, etc. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que Valérie Plante a fait une sortie dans les médias pour dire, tu sais, en fait, il faudrait aussi, parler par ailleurs, des processus d'investiture dans les partis, c'est-à-dire comment on investit des candidats. Mais c'est ça, Valérie Plante dit, moi, là, je suis mal à l'aise parce qu'il y a 5 hommes blancs de 40-50 ans qui se présentent à mes investitures. D'accord. Puis Montréal, c'est une des villes les plus multiculturelles en Amérique du Nord. Il y a un problème. OK. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les investitures sont ouvertes pour les partis politiques, mais parfois, les partis politiques vont s'arranger pour présenter des candidats très, très forts, dans certains comtés, dans certains arrondissements. Puis, les gens vont avoir peut-être moins de chances, de gagner contre eux. Là, tu comprends? C'est ça. C'est un peu un secret de polichinelle. Le parti choisit un petit peu ses candidats. Puis il y a un rapport de force là, plus ou moins clair, ou des fois ça va d'un bord ou de l'autre, là, mais c'est vrai. Mais il n'y a surtout pas de loi, en fait, qui régit ça. Ouais. Donc, c'est de la politique. Oui.
Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Valérie Plante dit, moi, tu sais, on va pousser nos candidats. OK. Puis on va choisir des candidats qui sont vraiment plus représentatifs de l'île de Montréal. Puis, et là, ça tasse des élus? Ben oui, parce que quand on regarde les élus de Projet Montréal, tu sais, c'est pas... c'est ça. Il y a beaucoup d'hommes de type Luc Rabouin, Luc Ferrandez, c'était des universitaires. C'est vraiment une catégorie, là. OK. Fait que Valérie Plante dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Puis effectivement, tu sais, les maires, ils sont là, je veux pas me faire tasser, là. Tu sais, comme je comprends les intentions de la mairesse, mais c'est ça. Puis surtout qu'il faut expliquer aux auditeurs que tes possibilités d'être élu, les places où tu peux être élu, sont limitées. À un moment donné, tu peux pas juste dire, OK, je vais rajouter des femmes puis des minorités aux places où je gagne pas, où je risque de pas gagner. Et défies-tu un peu le purpose parce qu'au final, tu te ramasses avec les mêmes élus que tu avais puis t'as pas fait de changement grand. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de députés femmes sur l'île de Montréal aussi, parce que le Parti libéral du Québec pouvait mettre des femmes là-bas parce qu'ils sont sûrs que dans beaucoup de comtés, elles vont être élues, en fait. Parce qu'après, ça leur permet d'avoir ce qu'on appelle des candidates ministrables pour avoir ton conseil des ministres paritaire, par exemple. Ah, t'avais pas... On dirait que tu processes, François. Ben, j'apprends tout ça, je découvre ça avec toi. Ah oui, OK, c'est bon, tant mieux. Mais oui, c'est ça. Puis en fait, Valérie Plante, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant... c'est que Valérie Plante, elle a fait une déclaration, elle a dit, tu sais, nous, on aimerait mieux avoir des gestionnaires plutôt que des idéologues. Elle visait pas quelqu'un. Non, mais tu sais, je pense que tu sais, c'est bien d'avoir une vision conceptuelle de la ville, mais c'est aussi un reproche qu'on fait à Projet Montréal, là, d'être très, très dans les idées, puis peut-être avoir moins d'expérience puis de compétences en administration publique puis surtout la gestion de fonds publics. So far, ce que tu me dis, c'est de bonne guerre, je trouve. C'est une joute politique entre des gens qui veulent se présenter, le national, en tout cas le centre, l'espèce d'organisation centrale d'un parti qui veut mettre son monde, puis il y a une espèce de joute politique entre les deux, puis il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent, puis c'est normal que le parti veut plus de représentation, fait pourquoi ça a été, en tout cas, ça a été beaucoup partagé, que ça a fait un certain tollé en ligne. Deux choses. Premièrement, ce que ça montre, en fait, c'est que, tu sais, on a beaucoup de débats au niveau de l'inclusion et la diversité, mais ce que ça montre, cet exemple-là, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un qui a un leadership, justement, pour pousser la diversité à certaines places, elle va pas émerger d'elle-même. Ouais. Soit parce que, justement, les gens dans la diversité, on va les appeler comme ça, j'aime pas ce terme-là, mais soit parce que les gens dans la diversité, on va pas penser à eux spontanément, ou pire que ça, ils vont s'auto-exclure parce que, tu sais, ils vont dire, tu sais, comment moi... je suis arrivée au Québec il y a 5 ans. Oui, OK, j'ai un doctorat en aéronautique, mais je sais pas trop si je devrais me présenter. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, mettons concrètement, pour régler ça? C'est toute la... Je suis d'accord avec toi dans l'idée de, OK, il faudrait agir, donc il faudrait intervenir dans le marché, mettons, entre guillemets. Là. Si le marché de lui-même, là, comme si on laisse ça aller, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que le gouvernement ou les municipalités pourraient faire pour ça? Je dirais que déjà, c'est ça, c'est que déjà, Valérie Plante, si elle est arrivée à avoir cette initiative-là, c'est qu'elle a reconnu qu'il y avait un problème qui existait, puis que, tu sais, c'est bien d'être solidaire envers une cause, mais il faut aussi, tu sais, avoir des actions concrètes. Fait qu'elle a décidé que de son propre leadership, elle allait mettre les choses en place, justement, pour que ça arrive, tu sais. Fait qu'il faut adhérer tu sais, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, puis il faut agir en conséquence, là. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est juste que j'ai hâte de voir quel genre de mesures vont être prises, c'est parce que à part comme... quand je dis ça, je fais un peu référence quand moi je m'impliquais plus au Parti québécois, où dans les instances, on dit, OK, tel conseil exécutif de chaque circonscription doit inclure X% de femmes, X% d'hommes pour justement que ce soit plus paritaire. Fait que c'était plus... c'était comme... Mais c'est différent. C'était quantifiable. Ouais, j'ai l'impression que tu parles de quotas. C'est ça. Tu te demandes s'il faudrait pas des quotas. Mais ça, c'est Alizée, dis-nous si on se trompe, mais j'ai l'impression que ça, il faut y aller un peu par cas, parce que dans le cas des femmes, dans certains domaines, dans certains milieux, il y a eu des avancées, il y a eu des grands avancements, et c'est plus normalisé, où les femmes viennent d'elles-mêmes. Il y a des sujets, il y a des points où il y a des communautés, où il y a des secteurs d'activité où il faut favoriser, faut aider à changer la tendance. Alors qu'il y a des secteurs, il y en a d'autres où c'est un peu plus maintenant normalisé, c'est un peu plus égalitaire, fait que j'ai l'impression que c'est du cas par cas. Est-ce qu'on doit aider, est-ce qu'on doit agir, ou est-ce qu'on... Tu sais, c'est pas vrai en politique encore que si on met pas de quota, on va avoir autant de femmes qu'il faut. Fait qu'il y a des secteurs d'activité, on dirait, où il faut absolument que tu mettes des mesures de l'avant pour aider.
Ben, moi, je pense pas vraiment. Je pense que, regarde, l'Assemblée nationale, c'est un super bon exemple. Là, on est rendu dans la zone paritaire à la SNAC. Là. Mais il a fallu que les partis mettent des mesures de l'avant. Il n'y a pas de loi. Je parle pas d'une loi, mais dans les partis, il y a eu des mesures où on obligeait, où c'était, puis ça peut être des mesures très vagues dans le sens de promesses politiques. Là. Par exemple, des fois, il y a des chefs qui ont dit, ben, je promets que j'aurai autant de femmes que d'hommes qui vont se présenter à la prochaine élection. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains secteurs d'activité ou certains groupes que si on fait pas ça, on va jamais inverser la tendance. Là. Puis, à un moment donné, quand tu as la parité, ben là, tu peux être un peu plus slack puis dire, ben, OK, là, ça va mieux. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux être pas d'accord. Ben, un peu. Je pense qu'il faut toujours être vigilant, là, que ça soit, tu sais, au niveau de la diversité, de la parité ou autre, là. Surtout, mais ce que je veux surtout dire, c'est que si ça vient pas du leadership, ça va jamais se mettre en place. Si je peux juste rajouter une petite affaire, moi, dans mon cours ça me fait penser à quoi? Dans mon cours à l'automne passé de problèmes économiques contemporains à l'université, on avait justement eu ce débat-là à savoir si on a besoin de s'immiscer un peu dans le marché ou dans le processus. Pour faire en sorte c'est un bon angle de le voir. Tu peux voir tout ce débat-là sous l'angle des termes, des concepts du marché. Intéressant. Ben, ouais, c'est ça. Moi, sans même m'en rendre compte, c'est comme ça que je le raisonne, vu que je suis tellement tout le temps dans mes T'es formé pour ça à cette heure, toi. C'est ça, je suis comme formaté pour réfléchir comme ça, mais en gros, ça, on avait ce débat-là de est-ce qu'on doit s'immiscer dans le processus pour faire en sorte que les femmes se présentent davantage, donc, mettons, mettre des quotas, ou non, puis si oui, combien de temps? Puis en gros, ce que mon prof il avait amené comme conclusion, en tout cas, sa réflexion personnelle, c'était ça peut être une très bonne chose de dire, OK, que ce soit ton conseil exécutif ou ton conseil des ministres, que ce soit paritaire, comme tu mets une loi pour l'obliger, mais que ça, à m'amener, c'est temporaire dans le sens où c'est de quoi qui va aider à amener ça, mais quand c'est là, tu peux l'enlever parce que au final, après, c'est quasiment en sens inverse, en quelque sorte, une forme de sexisme. Là, je prends l'exemple de plus de femmes, mais d'obliger à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, à l'inverse, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu comme empêcher des hommes d'y aller. Puis là, vu que je suis un gars qui dit ça, j'ai vraiment l'air cave quand je dis ça. Mais non, c'est vraiment. Je pense qu'on a ta citation pour ton t-shirt. Ouais, j'ai vraiment l'air cave quand je dis ça. C'est une propre citation, mais je sais pas si tu comprends. C'est l'idée de mettre une espèce de barème, une espèce de quota pour les inviter puis aider plus de femmes dans le processus politique puis dans l'implication politique. Puis ça peut être vrai autant pour n'importe qui issu de la diversité, comme Alizée disait, mais qu'une fois que c'est fait, puis ça peut être dans plusieurs années, on sait pas combien de temps, mais d'enlever ça parce que pour vraiment revenir à l'idée où, OK, on a atteint notre objectif avec cette loi-là, puis après on la retire, puis c'est ça, l'objectif est atteint. Mais j'aimerais juste aussi dire quelque chose qui est vraiment important à préciser. Tantôt, je voulais en parler, c'est là, qu'est-ce qui se passe, c'est que, puis je pense pourquoi il y a beaucoup de gens dans la population qui sont super réfractaires à ça, c'est que il y a des têtes qui vont tomber, OK? Puis, comme les élus de projet. Ben, Louis XIV. Ben là, c'est boire. Ben, ouais, en tout cas, on a merci pour l'image, Jérémy. Je pense pas que c'est aussi violent, mais en plus, c'était Louis XVI qui s'est fait ça se peut, j'ai juste dit qu'il passait par on a le titre d'épisode. Donc, oui, c'est ça, c'est que là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec justement ces personnes-là qui sont en place qu'on va tasser, tu sais? Est-ce que bon, aussi on connaît pas l'histoire, tu sais, est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être un historique, peut-être que c'est quelqu'un qui était moins charismatique auprès des citoyens, quelqu'un qui était moins apprécié, mais c'est ça, c'est que là, il y a un jeu un petit peu de chaise musicale, puis c'est très délicat, et je sais que ça rencontre beaucoup de... Tu sais, il y a des gens dans la population que c'est ça leur peur, là, c'est que ils vont perdre, en fait, leurs privilèges, tu sais, pour laisser la place aux autres, puis ça, on peut avoir un débat de société là-dessus, mais ce que les gens disent, c'est que finalement, c'est tous les gens qui bénéficient de la lutte contre les discriminations et les inégalités. Là. Moi, je trouve que c'est un faux débat, ça, Alizée. Honnêtement, là. Puis je pense qu'on est d'accord sur le fond, mais pour ceux qui disent ça, là, je m'excuse, là, mais il y a assez de place dans le monde pour agir et faire une différence, tu sais. Non, François, imagine-toi, tu sais, t'es prof à l'université, on va dire, tu sais, ça manque de femmes noires à la faculté de sciences politiques. Dans le monde académique, moi, je pensais que tu parlais en politique. Dans le monde académique, c'est assez contingenté, effectivement. Non, mais dans tous les milieux, François, dans les CA des compagnies de mais tu mets ton énergie ailleurs. Tu fais d'autres choses. Ben, c'est ça, la vie. Tu fais d'autres choses. T'as pas le choix. Je sais pas, là, Qu'est-ce que tu veux faire? Mourir en petite boule? C'est pas constructif. Tu fais quelque chose. Ben, non, mais c'est ça, François, tu sais, je pense pas que tu peux honnêtement dire que toi, mettons, si tu te faisais tasser pour plus de diversité, ben, tu le prendrais bien, là, tu sais, systématiquement, là. Peut-être que tu peux être solidaire, mais quand ça tombe sur toi, c'est faire d'autres choses. OK, ben, tant mieux pour toi. Je peux partirai un autre balado.
Je pense que tu peux comprendre qu'il y a des gens que, tu sais... Mettons que tu pognes ma place aux engagés, là, je partirais un autre balado. Est-ce que, mettons, en termes de métaphore, ce serait l'équivalent de dire, OK, tous ceux qui travaillent dans le pétrole en ce moment, genre, oui. on vous licencie volontairement par engagement environnemental planétaire. Tu fais pas ça. Puis, individuellement, comme ces personnes-là vont être très fruits puis aimeront pas ça, voilà. Mais c'est dans un objectif collectif planétaire. Donc, c'est une perte micro, mettons, en guillemets, parce qu'une certaine partie de la population de ton parti de ton pays va en souffrir du non-investissement collectif dans le pétrole, mettons, en Alberta. Mais un plus grand gain macro-collectif va s'en voir réjouir vu que c'est bon pour l'environnement. Mais tu fais une transition. Puis là, je vais utiliser mon pouvoir d'animateur parce que ma batterie d'ordinateur est en train de tomber rapidement. Mais tu fais pas ça. Tu parles d'une transition à ces gens-là, puis t'es meilleur. Fais d'autres choses. C'est ça. Mais là, je vais utiliser mon pouvoir d'animateur pour passer à un autre sujet. On y va-tu ça à la souveraineté, gang? Je vois qu'on avait tout quelque chose. Dis, je vais te lancer à la balle. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Ben, je vais te lancer le micro d'abord. Donne un coup de micro. Qu'est-ce que tu as retenu des échanges cette semaine? Des 1000 vidéos partagées de bas côté sur son Facebook, du sondage, de tout ce qu'on a vu, sa souveraineté? Ouais, moi, ça a commencé, en tout cas, moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, ça a commencé avec l'élection du nouveau chef du parti. On vient-tu de te perdre? Il y a Jérémy. 25 ans. OK, reprends ça. Ça a commencé avec le chef du PQ. T'as gelé. Vas-y. OK, excuse, je recommence direct là. Recommence là. Est-ce qu'en ce moment, ça marche? Ça marche très bien. Non. Oui. Parle-nous ça. 3, 2, 1, action. OK, ben moi, selon mon point de vue, de ce que j'ai remarqué dans les dernières semaines, c'est vraiment que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça, c'est le vin qui fait effet. Puis, c'est soit le vin ou la connexion Internet, mais dans tous les cas, ça coïncidait avec le fait que en ce moment, on vit l'espèce de 25e anniversaire un peu triste du fait qu'on a passé très, très près de devenir un pays indépendant qui fait ses propres choix puis qui peut faire ce qu'il veut au niveau de son environnement, ses lois, ses taxes, blablabla, économiquement et tout. Puis, ça coïncide en même temps avec le fait qu'il y a des rapports, des espèces de procès-verbaux de conseil des ministres de très, très longtemps qui, là, après un certain temps, deviennent publics. Puis là, tu peux voir un peu qu'est-ce qui en a été vraiment des investissements puis de l'argent déclaré ou non déclaré dans le camp du oui et dans le camp du non. C'est vraiment intéressant. Fait que, de ce que je vois en ce moment, on parle beaucoup d'indépendance. Tu sais, je suis un peu dans ma bulle, mais puis j'ai vraiment l'impression qu'on en parle un peu comme si la question, c'est au final, est-ce qu'on a bien fait de se dire qu'on reste une province? Puis c'est une question intéressante parce qu'à ce moment-là, en 95, ce qu'on nous disait, c'est rester une province canadienne. Ça va être awesome. Ça va être malade. Ça va être nickel. Rester une province canadienne. Puis 25 ans plus tard, est-ce que c'est vraiment le bon choix qu'on a fait? Surtout en termes économiques, en termes environnemental, social, politique, tout ça. Fait que la question est intéressante à se poser. Puis elle vient un peu rejoindre, j'ai l'impression, des gens qui n'entendaient plus parler pantoute d'indépendance dans les dernières années. Ce que je trouvais intéressant dans le sondage, pour revenir au sondage qu'il y a eu cette semaine, c'est que 47% des répondants croient que ça va revenir comme sujet important. Ça m'a surpris. Oui, puis à Radio 107.7 à Sherbrooke, j'ai entendu ça aussi, que je pense que c'est même Jean Charest. Jean Charest, il était à la radio aujourd'hui. Il a dit que ça revenait. Ça allait revenir. Il a dit que c'est pas de quoi qui va s'éteindre. Puis là, je mens pas quand je dis ça. Là. Il a dit ça va toujours exister. Il va toujours avoir une petite vibe souverainiste qui va exister. Puis, en soi, c'est vrai. Moi, tant aussi longtemps que je t'en vis, ben François, je te l'ai dit tout de suite. Là, tu vas être le pourcentage dans le sondage qui va rester. C'est pas moi qui va fermer sa gueule sur l'indépendance, tu peux bien me croire. Puis il y en a plein d'autres qui vont être comme ça. Tu sais, parce qu'à partir du moment où tu es fier de toi puis tu es convaincu que le Québec, dans le Canada, devrait devenir genre un pays indépendant, ben ça, pour quelqu'un qui croit fondamentalement puis qui met des actions limites à tous les jours pour ça, ben c'est pas de quoi qui va changer du jour au lendemain. C'est ta fierté, genre limite c'est une raison de vivre. Tu sais, mettons, je vais acheter mon chandail, j'achète mon hoodie, je l'achète en partie pour ça. Ouais. Une panoplie de choix de vie ultra importants au niveau personnel, je les prends en fonction de ça. Puis il y a plein de gens comme ça. Puis si c'est à ce point-là aussi big pour moi, ça l'est pour d'autres, puis ça veut dire que c'est pas prêt de changer, puis ça veut dire que cette idée-là que je veux faire avancer ça, ben c'est pas prêt de disparaître non plus. Fait que c'est pour ça que d'après moi, Jean Charest, je suis d'accord avec lui quand il dit que la flamme souverainiste au Québec va toujours exister. Elle va toujours exister. L'autre chiffre qui m'a surpris, c'est, et allez-y si vous avez une explication, 50% de l'électorat QS est comme souverainiste, fait que 50 l'est pas, 50 l'est. Bonne chance pour gérer les tensions et
maintenir vos appuis et faire une expansion en dehors de votre nombre d'élus? Non? Tu poses la question à qui, là? C'est une discussion. Je trouve ça à tout le monde. Je trouve ça un peu surprenant. En tout cas, moi, chez QS, je capoterais. Là. J'ai hâte de parler à Steph puis à Viviane parce que. OK, on fait quoi? On va où? On continue sur la fine ligne de on l'est pas selon où est-ce qu'on donne des tracks? C'est pas évident, là. Au moins, le PLQ est direct là-dessus. Et je comprends pas pourquoi t'es surpris, comme ça a surpris tout le monde quand Québec solidaire, ils sont devenus indépendantistes. Fait que pourquoi ça te surprend qu'il y a la moitié de leurs militants qui s'adhèrent pas à ça? C'est une bonne question. Il y a toujours une espèce de drôle de danse chez QS sur le sujet. Mais moi, je pense qu'ils se disent qu'ils vont, comment dire, tu sais, ils voient vraiment l'indépendance comme une réponse à des crises sociales au Québec, puis ils pensent qu'ils peuvent convaincre par rapport à ça, puis ça va m'amener, tu sais, à mes notes de tantôt aussi. Pourquoi? Ben, il y a des gens qui sont peut-être réfractaires, justement, à l'indépendance parce qu'il est associé à une indépendance. Or, il y a des indépendances au Québec. Ouais, voilà. C'est pas juste c'est pas juste l'espèce de nationalisme folklorique avec le compte Twitter. Non, c'est plus comme la langue française puis l'identité. C'est là que je m'en vais. C'est comme il y a une espèce de folklorisme qui s'est installé vraiment là, avec le petit compte Twitter qui a son petit logo oui ou des patriotes puis là qui t'envoie chier quand tu parles en mal du PQ. Fait que... C'est vraiment c'est spécial parce que pour moi, il y a Brian Nadeau-Dubois, Manon Massé, Catherine Dorion puis Sol Zanetti, ils sont quand même des indépendantistes affirmés, je trouve. Puis que de voir que tes leaders politiques au niveau de Québec solidaire soient à ce point-là affirmés, puis que quand même 50% de ta base, un peu de tes membres, de ceux qui ont voté du moins, soient pas souverainistes ou se disent carrément non, moi je suis pas pour l'indépendance, c'est quand même vraiment spécial. Pour moi, c'est qu'il y a une espèce de devoir interne à faire de leur part. S'ils sont vraiment motivés à l'idée de travailler pour l'indépendance, rendu là, est-ce que ce serait dans l'intérêt politique de Québec solidaire au niveau pour faire grossir le parti, d'approfondir cette question-là, puis de segmenter justement leur idée au point de dire, bon, mais si t'es pas souverainiste, je t'invite à pas voter pour moi. Je pense pas que c'est dans leur intérêt, mais rendu là, il y a un petit peu de mauvaise foi là-dedans, mais moi, je souhaite juste qu'il y ait le plus de monde souverainiste dans ce parti-là pour faire grandir le plus possible la coalition souverainiste au Québec. Pour revenir sur le sondage, les jeunes, apparemment, là, qui sont pas super souverainistes, je regardais les chiffres, là. Puis, côté métaux, là, je vais me mettre mon chapeau de prof, là, mais attention, parce que ça décrit une autre situation. Donc, dans les chiffres, purement, regardant les chiffres, c'est vrai. Désolé. Fait que, oui, on a 31% qui est comme le niveau le plus bas selon les tranches d'âge. Fait que 25 et plus, c'est, je pense, un autre chiffre plus haut. Puis plus tu montais, tu avais d'autres chiffres. Donc, c'était tout plus haut de 31. Puis 31, c'est le plus bas chiffre d'appui à souveraineté dans les plus jeunes qui étaient comme 18-24. OK, ça, c'est vrai. Mais le plus grand groupe de gens qui ne sait pas c'est quoi ou qui ne sait pas, la réponse est ne sait pas, c'est les jeunes. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que qualitativement ça dit? Ils n'ont pas regardé le sujet. Ils savent pas quoi répondre. Fait que c'est un 31% qui est malléable. Il faut faire attention quand même dans les titres de journaux. Là. Puis c'est normal. Puis c'est ça que Catherine Fournier, je pense, expliquait soit dans son livre ou je l'avais déjà vu dans une de ses vidéos. Justement, elle expliquait que c'est juste des gens à qui on n'a pas parlé d'indépendance. C'est normal, on en parle tellement tous les jours. Ben, on fait juste parler de référendum puis du mot, mais on parle jamais c'est quoi puis qu'est-ce que ça donne. Des fois, j'écoute des vidéos de jeunes, des petits YouTubers ou des petits gars qui font des vidéos sur Facebook. Puis des fois, ils en lâchent un petit... Du moment que tu as à lâcher un petit inside sur l'indépendance ou sur un parti indépendantiste, c'est rarement positif comme inside. Si tu vois des memes sur l'indépendance ou sur un parti indépendantiste, c'est rarement positif. C'est parce qu'ils n'ont pas notre réseau Facebook, Jay. Oui, exactement. Ils n'ont pas notre bulle. Mais ça pour dire que moi, ça me surprend pas que dans un sondage, je vois que les jeunes appuient moins l'indépendance du Québec. Mais ça me surprend pas non plus, justement, que ce soit ceux qui soient le moins interpellés ou qui soient au moins au courant de ça. Ouais, parce que c'est normal, on est chacun dans notre bulle, puis les médias sociaux contribuent beaucoup, beaucoup à ça. Mais attends, Jérémy, parce que moi, ça me surprend quand même, tu sais, ce que tu dis, ça me surprend. Tu sembles pas ressentir une forme de... Tu sembles ressentir une forme d'animosité envers peut-être le PQ puis l'indépendance, mais je peux te dire que, il y a d'autres partis au Québec, genre le PLQ, qui ont... Je pense que le mouvement de sympathie envers le PQ versus le PLQ, vous gagnez à ce jeu-là. Tu comprends? Fait que, non, je suis pas sûr de comprendre. À quel niveau il y a plus de sympathie au PQ qu'au PLQ? Ah, ben là, je sais pas. Moi, je pense pas que c'est très positif que quand on te dit le nom d'un parti politique, le premier mot qui te vient en tête, c'est corruption, tu sais.
Moi, excuse-moi, j'ai rien contre toi, là, mais moi, de 2014 à 2018, c'est là que j'ai commencé mon implication politique. Puis à chaque fois que j'entendais parler du Parti libéral, c'était en mal. Puis ça continue au fédéral aussi. La même marque. Mais tu sais, pour moi, le Parti... En tout cas, je suis pas là pour bâcher le Parti libéral. Là. C'est un parti comme un autre, mais moi, j'ai des très mauvais souvenirs du Parti libéral. Il va falloir que tu travailles très, très fort pour me convaincre de voter pour ce parti-là. Jean Charest était là en 95 pour dire que c'était donc une bonne chose, le Québec reste un pays. L'austérité, les manifestations en 95, tous les investissements qui ont disparu dans les cégeps, dans les universités, dans l'aide au suicide, dans toute l'aide psychologique. Genre, je sais pas, en tout cas, moi je m'en souviens, j'étais au cégep, il y avait des manifestations puis tout, puis il y avait les gens des garderies, des CPE manifestaient parce qu'ils coupaient d'impassifs pour de la rigueur budgétaire, entre guillemets, alors que c'était de l'austérité, puis ils voulaient juste pas l'avouer. Puis en tout cas, genre, moi, je m'en souviens. Moi, je me souviens, tu vois, puis il va me falloir beaucoup de choses pour... Ce que je dis, là, c'est peut-être mieux qu'on connaisse pas ta cause plutôt qu'on ait vraiment une mauvaise impression de ce qu'on connaît de toi. C'est ça mon point. Je suis même pas sûr de comprendre qu'est-ce que tu dis en ce moment. Vas-y, François, peut-être que tu vas y expliquer, toi. Je suis même pas sûr de suivre non plus. Voici, on va te mettre devant le spotlight. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, en fait, je sens justement, tu sais, chez les péquistes... vraiment un sentiment qu'ils sont un petit peu les moutons noirs du Québec, tu sais, qui sont victimes de beaucoup de clichés autres, mais j'ai envie de dire comme les libéraux aussi là, ils ont leur lot de, tu sais, justement de clichés, c'est ça, puis après on peut débattre de si c'est justifié ou pas, mais je pense que la cause indépendantiste a beaucoup plus de sympathie au Québec que, par exemple, je sais pas moi, le fédéralisme ou le multiculturalisme. Je pense que tu as raison, Élisée, quand tu fais la distinction comme tu as faite entre le parti et la cause. Les partis et la cause. Quand on parle de parti, là, je pense qu'autant que QS que le PQ, surtout le PQ, peuvent se faire entrer dedans. Quand on parle de l'idée pure de liberté ou de développement économique ou de développement de nation building, là, effectivement, je pense que l'idée elle-même est mieux acceptée que les partis eux-mêmes. Mais... C'est ça, c'est que moi, de mon point de vue, je comprends un peu ce que tu veux dire. Fait que dans le fond, ouais, je suis d'accord dans l'idée où, moi, quand je parle d'indépendance puis qu'il y a des gens qui sont réfractaires à ce que je dis, dans ma tête, c'est un peu, ils sont pas avec moi, donc ils sont contre moi. Donc ils sont fédéralistes. Mais en vrai, non. Ils sont pas fédéralistes. Ils sont juste indécis. Des fois, peut-être qu'ils sont dans le ne le sait pas, comme tantôt. C'est ça, ils sont exactement sont dans le sait pas. C'est pour ça que c'est vrai qu'est-ce que tu disais, Élisée, dans le sens où toi, à l'inverse, tu vas dire, ben, t'es-tu pour justement cette fédération-là? Puis les gens vont pas nécessairement dire, ouais, moi, je suis pour le fait que le Québec reste une province. Ils vont plus faire comme, ils vont te donner peut-être la même réponse qu'ils m'auraient donné si je pose la question à l'inverse au niveau de l'indépendance. Ils vont juste dire, ça m'intéresse pas, je suis indécis, genre, je suis indifférent parce que la politique, ça me rejoint juste pas, je suis cynique tout court. Okay. Je vais réutiliser mon pouvoir d'animateur vu que ça fait déjà 32 minutes qu'on tape. Alizé, je te fais une fleur. Tu as comme écrit des pans de mur cette semaine dans tes notes. Y a-tu quelque chose avec lequel tu veux initier une discussion avant qu'on passe? Je pense qu'on va aller quasiment directement au States, là, mais y a-tu quelque chose sur lequel tu veux revenir, t'exprimer publiquement? Ben oui, je comprends pas ce qui se passe avec le PLQ. OK, vas-y. C'est Dominique Anglade, là, tu sais, c'est selon moi, je pense qu'elle est un petit peu mal entourée en ce moment, mal conseillée, puis ça apparaît, là. Tu sais, par exemple, je vous inviterais juste à aller voir, par exemple, la page Facebook du PLQ. Pour moi, le PLQ, avant, c'était vraiment un parti d'idées. Puis là, ben, toutes les publications des dernières semaines, c'est juste des critiques négatives envers la CAQ. Je veux dire, je trouve pas ça forcément... Ils sont trop dans le bashing, tu veux dire. Mais en fait, c'est ça, c'est que Dominique Anglade, elle a vraiment de la misère à se séparer de, je pense, de cette espèce d'ADN libéral-là. Puis elle a gardé, on dirait, tout ce que les gens aimaient pas. Puis elle a enlevé qu'est-ce qui était bien. Tu sais, par exemple, tu sais, l'espèce de, tu sais, d'arrogance, l'espèce de pédance à l'Assemblée nationale. Tu sais, on leur reproche justement de penser qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Puis c'est ça, c'est que elle, tu sais, malheureusement, là, c'est à travers, je trouve, l'émotion qu'elle dépose, ses interventions. Malheureusement, tu sais, on est un peu dans la condescendance des fois. Puis voilà, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui sont présentement, tu sais, à la SNAP du côté PLQ, des conseillers qui étaient dans la vieille garde là, de Philippe Couillard. Ils sont encore là? Oui. Ça me rappelle PKP, ça. Hein? PKP, c'était l'ancienne garde qui était restée. Ça a fait un mauvais mix. Fait que... Non, c'est ça. Puis, mais c'est ça. En fait, surtout, Dominique Anglade, je pense que là, elle est en train d'essayer de plaire à tout le monde. Puis finalement, elle ne plaît plus à personne. C'est comme la motion qu'elle a faite sur la liberté académique, puis là, on va revenir sur ce débat-là. Puis là, juste après, elle va faire un tweet pour dénoncer le racisme envers les communautés asiatiques en temps de COVID.
En tout cas, c'est ça. Je pense qu'elle sait pas trop. En fait, peut-être qu'elle pense que les gens vont oublier d'où elle vient, mais malheureusement, c'est ça. On la connaît pas. Mais puis tu vas te surprendre. Là, c'est. Ouais. Vas-y, j'ai mal compris. Vas-y. Mais oui, t'as raison, on la connaît pas. On la connaît pas. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de. Mais, je vais te surprendre. Je trouve ils commencent à faire une pas pire job. Là. C'est comme Denis la semaine passée qui a dit il s'en sauvera pas. Denis a déjà voté libéral. Est-ce qu'il m'a le répété jusqu'à autant que je vais dans ma grève? Denis a voté pour Jean Charest. Ben non, Denis, si t'écoutes ça, là, j'ai tabarnak, j'allais sacrer, mais je suis pas fier. Ça prend un t-shirt, j'ai voté libéral. Pour qu'il le mette. Allez tous écouter l'épisode. C'est sûr que je m'en vais faire ça. Mais je trouve que, écoute, c'est pas parfait, mais je vois, tu sais, là, c'est mon côté, là, je mets mon chapeau à cette heure de marketeur. Je vois qu'ils changent tranquillement la direction du paquebot. C'est pas parfait, c'est pas toujours bon. L'erreur sur l'anglais en point de presse, je me souviens plus le titre officiel, là, comment ça s'appelle, là, mais c'est un point de presse à l'Assemblée nationale, c'était pas supposé de le faire. La tradition, c'est le français, etc. Bon, il y a des erreurs. Certaines, des fois, on s'inscrit encore dans des positions libérales. C'est correct, c'est pas de guerre. Mais clairement, ils essayent de s'inscrire dans un certain nationalisme là, ou de ramener l'idée d'une société distincte. C'est quand même. Mais tu trouves ça crédible, toi? En marketing ou en communication, faut que tu crées un narratif. OK, c'est un bon mot, François, qu'est-ce que ça veut dire? Tu martèles quelque chose. Je le dis. Puis à force de le dire, je recrée une caractéristique de marque. Fait que si Anglade est... Puis ça, c'est le problème du PQ. Je me battais à l'interne pour qu'on aille une constance à un moment donné puis qu'on arrête d'être à gauche, à droite, en haut, en bas, n'importe où. Quand un parti, si elle continue dans une certaine forme de nationalisme, whatever that means pour elle, OK, mais ça continue. Une autre affaire que j'ai remarqué, ils sont beaucoup plus sévères sur l'environnemental. S'ils continuent à faire des petits changements comme ça pendant les 2 autres prochaines années, puis qu'ils sont constants, ils vont réussir à changer leur marque assez. Je ne sais pas, probablement pas. Mais c'est comme ça que tu changes une marque, en martelant puis en étant constant vers des nouvelles valeurs, puis t'es maintiens, puis t'es fait. Mais moi, je trouve qu'il y a un bon début. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Mais il y a une bonne base. Écoute, c'est l'épisode... C'est intéressant. C'est intéressant. Écoute, on va voir ça. Ça paraît qu'il est prof à l'université. Ça paraît qu'il check trop la politique. Passons, le Canada, je pense que ça va être assez court parce que, bon, même dans nos notes, ça nous intéresse clairement pas ce qui se passe au Canada. Le Bloc a mis fin par erreur, c'est quand même drôle, à une enquête sur le We Charity. Carrément, là, grosse erreur d'une député qui n'a pas voté au bon moment. Donc, faut quand même le souligner, là. Désolé, mais oups. La question des thérapies de conversion, là, expose la division sur les conservateurs. Donc, au Québec, c'est quand même assez unanime. On veut interdire ça, mais sur des thérapies de conversion sur l'homosexualité, oups, là, les députés conservateurs, il y en a que ça gratte, là. Il y en a qui veulent, on veut exposer notre appui à ça, là. Sinon, le N-word a fait le tour de Québec, mais aussi de Montréal et surtout de Ottawa, où Blanchet a défendu la liberté d'expression académique. Ce que j'ai vu, c'est que Trudeau, Jack Mitt et j'ai pas vu la position conservatrice, mais du moins les autres partis fédéraux étaient beaucoup plus dans la liberté d'expression, mais pas à tout prix, qu'il y a des limites donc à la liberté d'expression. Retour aussi de la crise d'octobre du Bloc là, qui a réclamé à nouveau des excuses d'Ottawa. On est un peu dans le folklorique ici, mais c'est d'actualité. Toujours nos amis les conservateurs, pour eux, GNL, ça permettrait de faire rouler l'économie, comme dit la chanson. Et Jay, toi, mon expert saskatchewanais, le parti saskatchewanais est réélu pour un 4e mandat de suite. Parle-nous de la réélection du parti en Saskatchewan. S'il y a bien un domaine, François, dont je ne suis pas expert, c'est bien la politique en Saskatchewan. S'il y a bien un domaine où je on s'en calisse. OK, mais non, pour vrai, j'ai lu un peu là-dessus, puis en gros, c'est la 4e fois que ce parti-là se fait... Oui, t'as lu là-dessus? Pour vrai? J'ai lu. Ben oui. Okay. Moi, je te niaisais. Vas-y, j'ai hâte de t'entendre. Saskatchewan. Fait que moi, j'ai écrit Parti Saskatchewan. Hein. Je sais que leur logo, il est vert et jaune. Fait qu'il n'y a pas de rouge. T'en sais plus que moi. Non, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est que ce parti-là se fait c'est leur 4e mandat. Puis, en gros, c'est un parti qui est pro-pétrole. C'est un parti qui s'oppose...
pro-pétrole. Je le suppose, en fait, parce que c'est un parti qui s'oppose farouchement à la taxe carbone du gouvernement libéral. Ouais. Fait que moi, tu vois, en tant que Québécois, je vois une extrême ironie dans tout ça, parce que pour moi, le Parti libéral, du Canada, c'est le parti qui a investi, je pense, c'est 4,5 milliards ou de quoi de genre pour justement acheter des pipelines pour exporter plus de pétrole. Oui. Mais en même temps, ils veulent aussi les votes des Québécois puis des gens qui sont un petit peu plus verts avec une idée plus environnementale. Fait qu'ils sont dansent. On va mettre une taxe carbone dans là où c'est ça, pour aller chercher des votes. On va mettre une taxe carbone, ça va mettre des bâtons dans les roues dans le secteur pétrolier, mais en même temps, on achète des pipelines à hauteur de 4,5 milliards de fonds publics. Fait que tu sais, les libéraux fédéraux essaient de jouer un peu des deux bords. Puis du côté de la Saskatchewan, ben c'est un parti, lui qui vient d'être réélu pour la 4e fois, ben c'est un parti qui s'oppose à cette taxe-là, donc qui est contre toute forme de bâton dans les roues pour exporter du pétrole. Donc c'est juste un parti très très pro exportation de pétrole. Puis ça, en ce sens-là, moi personnellement, ça me rejoint vraiment pas. Donc je peux juste m'en désoler. La tendance nationale est intéressante, par exemple. Ça fait quelques élections provinciales qu'il y a de suite. Puis à chaque fois, c'est les conservateurs qui sortent. Hein? Fait que là, ce parti-là est un parti conservateur pro-pétrole, comme tu dis. À Ottawa, ça veut dire quelque chose là, quand il y a un vent conservateur de plus en plus comme ça. Là. Ben, oui, ça voudrait. Mais tu sais, un vent conservateur en Saskatchewan, si c'est leur 4e mandat, c'est le même vent. On s'entend. Non, mais tu sais, la Saskatchewan, c'est une petite province, c'est quoi? C'est 3 millions d'habitants, je sais pas si... Je savais même pas que ça existait. Ben, c'est ça, tu sais, pour gagner l'élection au Canada, tu as besoin de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec, ou sinon de toutes les autres. C'est ça. Surtout l'Ontario puis le Québec, les gros game changers en politique fédérale. Saskatchewan, c'est... Malheureusement pour eux, c'est pas ce qui va changer de façon majeure une élection fédérale. Alizé, tu voulais-tu nous parler de la Saskatchewan? Ben, il n'y a pas. Cette province-là n'a jamais eu de femme première ministre. Ouais, ça, c'est vrai. Je vois ton angle là-dessus. Je suis pas surpris. Voilà. Je vais écrire Saskatchewan population, on va te dire ça dans 30 secondes combien il y en a. Pendant que j'essaie d'expliquer, de faire du filler, et je peux dire que cette fois, le Canada nous inspire toujours autant plus. Et c'est pourquoi je vous invite à faire un pays du Québec sur agir.engagépublic.com. T'as-tu trouvé, yes. Ouais, c'est 1,17 million d'habitants en Saskatchewan en 2019. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup. Mais il faut regarder le nombre de députés aussi, le nombre de sièges dans la Chambre des communes. Ouais, normalement, ça reste proportionnel. Fait que, ouais, c'est ça. Si tu compares 1,17 million à 36-37 millions d'habitants, ouais, c'est Canada, pas un gros char. Il doit avoir un 36e, un 37e des députés. C'est pas beaucoup. Ouais. OK. Là, je pense que c'est le temps d'aller. Ah, vas-y, allez-y. Moi, je veux parler. Vas-y. Parle. Dis des choses. De l'Université d'Ottawa. OK. Tan. Bon. On dirait qu'on s'en va à la gare. Et là, on est dans la merde. Je vais vous amener, je pense que je vais vous amener dans des espaces de réflexion où vous avez peut-être pas été derrière moi. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est ça, ben moi, je suis à moitié noire, puis comment dire, on les a pas beaucoup. Ben oui, j'espère que c'est correct. J'espère. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, avant peut-être l'entrevue de Radio-Canada, à Tout le monde en parle, moi, j'avais pas vraiment entendu de Noirs s'exprimer sur la question dans nos espaces publics. Je me souviens, ça a pris une semaine pour moi pour entendre les Noirs d'expliquer qu'est-ce qu'ils pensaient de cette polémique-là. Puis c'était les 4 mêmes dans un reportage. C'est vrai que ça a été comme un peu long. Puis c'est ça, puis c'est parce qu'il y a un journaliste qui a eu la présence d'esprit de dire « Ah, ben j'aimerais ça aller voir qu'est-ce que les personnes qui sont concernées par ce mot-là, de manière plus directe, en pensent. » Puis, tu sais, ce que j'aimerais te dire, c'est que, tu sais, ça me déçoit un petit peu ce qui se passe en ce moment parce qu'on a parlé pendant toute l'année, depuis mai, là, surtout depuis qu'il y a eu le décès de George Floyd, de toutes les questions qu'il y avait, tous les problèmes au niveau de la discrimination raciale qu'on pouvait avoir au Québec. Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que justement, tu sais, on a l'occasion collectivement de montrer, tu sais, qu'on a compris quelque chose, puis on est passé à côté complet, là, tu sais. Dans le sens où, c'est ça, c'est que pendant que, par exemple, Daniel Mécan aurait pu présenter, je sais pas moi, une motion sur la lutte au racisme systémique dans les institutions universitaires, ben à la place, elle a présenté une motion pour protéger la liberté académique qui était soi-disant menacée. C'est quand même étrange. Je veux dire, vous avez eu combien de profs racisés aux universités, ou même au cégep, ou même au primaire? Ben, elle suit pas les directives, mais les positions de son gouvernement. Là. Oui, mais je comprends, mais c'est parce que c'est plate un peu. Puis, c'est ça, c'est que, en fait, moi, mon but, c'est pas tant maintenant de vous dire si vous avez le droit ou pas de
de dire ce mot-là. C'est plus en fait de dénoncer un peu que on laisse pas la place à des personnes qui sont concernées de s'exprimer. Puis pire que ça, c'est que moi, ce que je remarque en fait depuis plusieurs années au Québec, c'est que on est en train d'un petit peu de créer des citoyens de deuxième zone. Okay? Puis comment on fait ça? C'est parce qu'il y a des gens comme moi qui sont des immigrants de première, deuxième, xème génération qui sont des minorités visibles. Tu sais, qu'on voit que probablement que leurs ancêtres ne venaient pas de la Gaspésie. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là ont des enjeux qui leur sont vraiment propres. Puis souvent, ça a trait à la discrimination. Tu sais, souvent, c'est à l'embauche. Souvent, ça peut être, par exemple, du profilage racial. Tu sais, il y a beaucoup de formes que ça peut prendre. Puis, en fait, c'est ça, c'est que quand ces groupes-là amènent des enjeux qui les touchent tout particulièrement sur la place publique, puis ils ont la nationalité canadienne, puis quand on est Canadien, que ça fasse un jour ou 100 ans, tu sais. Ouais. C'est pas à géométrie variable, mais c'est ça. Quand ils amènent leurs enjeux sur la place publique, on est tout le temps en train de les remettre en question. On est tout le temps en train de dire, tu sais, tes problèmes à toi, ça existe pas vraiment, puis on va te dire comment voir le problème. Comment? Qui dit ça? Parce que c'est juste des racistes ou des Mongols, pourquoi les écouter? Mais si qui dit ça? Mais François Legault, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il y a une partie de ta population qui sont des citoyens du Québec qui sont touchés par une problématique de discrimination raciale, puis il a décidé de ne pas la dénoncer. Mais ça veut pas dire que ceux qui vivent des problèmes sont dans l'erreur, ont tort. Je sais pas, François, tu sais, si par exemple on dit les Québécois sont victimes de discrimination dans le Canada anglais, est-ce que ça serait bien vu de dire non, c'est pas vrai, tu sais? On sait pourquoi il fait ça, là. On sait pourquoi il fait ça, c'est qui il fait ça. Legault, clairement, veut pas se mettre à dos son électorat, là. Non, mais tu vois qu'il y a quand même une problématique, là. C'est ça, c'est que en fait, il y a eu plusieurs exemples où on dit tu sais, c'est pas si pire que ça, puis on a beaucoup de choses à gérer, puis bon, tu sais, oui, on sait que ça existe peut-être un peu, mais tu sais, c'est peut-être pas une priorité. Ça veut dire que c'est ça, c'est une deuxième classe de citoyens, clairement. Voilà. Sujet difficile, hein? Ça n'a pas été facile cette semaine là-dessus. Puis, vas-y, Jay, ouais. Si je peux, mettons, je comprends le point d'Alizé de dire, en fait, je comprends l'idée de, on avait comme une opportunité, parce que dans le fond, ce qu'Alizé dit, c'est, on a manifesté, moi j'étais dans les rues à Sherbrooke pour manifester dans le temps où on parlait beaucoup de George Floyd puis tout. Puis de la façon qu'Alizé le perçoit, c'est un peu comme là on avait une opportunité d'agir puis de justement concrétiser un peu tout l'apprentissage qu'on a fait en mai, juin dernier. Puis ça s'est comme pas traduit en tout cas. Mais moi je le vois plus comme c'est toutes choses étant égales par ailleurs, c'est deux choses différentes. Comme moi, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une commission sur le racisme systémique au Québec, mais en même temps, ça, c'est un débat. Puis là, tu as l'autre débat de est-ce qu'on devrait pouvoir expliquer le sens de n'importe quel terme, que ce soit ce mot-là ou même le sens du mot nazi, juste dans un sens large au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte de pédagogique, académique, ou qu'est-ce que ce mot-là veut dire au niveau historique, la profondeur de X mots, n'importe comment. Ça, est-ce qu'on devrait ou pas? Fait à mon sens, c'est comme deux débats différents, c'est deux sujets différents. Puis un ne devrait pas chercher à expliquer l'autre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Puis c'est un sujet très tabou, c'est très chaud, mais je comprends que c'est très polarisant peut-être, c'est spécial comme sujet, mais pour moi, c'est deux choses différentes. Ta relance, Alizé? Oui, c'est parce que je pense que ça serait moins polarisant si justement on acceptait qu'il y avait ces discriminations-là. Oui, ça, je suis d'accord. Puis en fait, tu sais, qu'est-ce que moi, dès quand j'ai entendu parler de ça la première fois, là, que c'est ça, que la prof, elle avait été suspendue, etc., moi, la première réflexion que j'ai eue, c'est normal. Moi, OK, non, je vais recommencer. La première réflexion que j'ai eue, c'est moi-même, c'est ouf, c'est un petit peu intense. Comme aller, tu sais, se plaindre parce que la prof, elle a dit ça, c'est intense. Puis après, j'ai réfléchi puis je me suis dit, attends une seconde. C'est parce que ça fait des années que tu as des groupes racisés qui essayent de dire qu'ils ont des problèmes justement parce qu'ils sont racisés puis discriminés. Puis on les écoute pas. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là deviennent hyper sensibles à ces questions-là. Puis là, pour moi, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Noirs ne tolèrent plus. Ils ont été patients pendant vraiment longtemps. Puis là, dès qu'il y a une petite affaire, ben là,
En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus fâchés par l'inaction que par les discriminations qu'ils subissent. Je peux 100% comprendre. Sauf que, est-ce que le fait que, mettons, le gouvernement ou moi ou François ou n'importe qui d'autre soit pas du même avis que, mettons, une personne qui vit ça davantage parce que c'est une personne, mettons toi, là, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que le fait de ne pas agir dans ce sens-là, ça fait en sorte que on a manqué notre coup? Genre, c'est comme un point de plus dans la discrimination parce qu'à mon sens, c'est deux débats complètement différents. Puis moi, j'ai même pas entendu personnellement exactement ou dans quel contexte à cette université-là ça s'est fait. Mais moi, mon idée, c'était pédagogique, Alizé, hein? C'était genre, c'était pas juste gratuit. Attends une minute, Jay. Tu dois le savoir plus que moi, là. C'était pédagogique, dans le fond, l'utilisation du mot. C'était pas genre, elle a pas traité quelqu'un de N-word, là. C'est une prof d'art, il me semble. Puis en fait, elle était en train de parler de mouvements socioculturels. Puis elle avait dit que dans les mouvements socioculturels, tu avais des communautés qui s'étaient réappropriées des termes péjoratifs. Ce qui est vrai. Puis de manière positive. Puis elle a donné 2 exemples, ou 3, je sais pas. Mais parmi ces 2 exemples-là dont j'ai entendu parler, c'est qu'il y avait le mot queer, qui est une insulte à la base pour dire que t'es bizarre, que t'es whack. Puis ça a été repris par la communauté LGBTQ. Puis elle a parlé aussi du mot nègre. Puis elle disait, ça a été réapproprié de manière positive. Puis là, pour vrai, je vous invite à aller voir l'entrevue qu'elle a donnée à Tout le monde en parle. C'est super bien expliqué. Là, tu viens de faire un bel exemple. Là. Tu viens de l'utiliser pour donner une explication, mais tu n'aurais pas dû le faire. Fait que tu as dans le fond la même position. Moi. Non, parce que moi, je suis à moitié noire, François. Fait que toi, tu as le droit de le dire, mais pas moi. Ah, c'est des droits acquis. On ne vit pas dans une société juste. Ben moi, ça me dérangerait pas que tu le dises, mais je comprendrais vraiment quelqu'un qui dit comme, tu sais, François, ce mot-là, il y a une charge vraiment lourde pour moi, comme, j'aime moins ça quand tu le dis, tu sais. Parce qu'en plus, moi, c'est symbolique si un gars blanc le dit. Je comprends qu'il y a une force symbolique de plus que si toi, tu le dis. Ça dépend vraiment du contexte. Ouais. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Ça dépend du contexte. Parce qu'à la base. Mais attends, je veux quand même juste t'exprimer. Je vous ai laissé un petit peu, là. Tu devrais jamais l'utiliser. Mais je comprends que dans un contexte pédagogique, puis même l'exemple de la description que tu as faite, la madame aurait pu très bien dire le N-word, elle aurait pu très bien faire son point sans dire le mot au complet. Mais je peux comprendre qu'historiquement, sociologiquement, à un moment donné, si tu veux, comme. C'est pas vrai qu'on va commencer à brûler des livres, là. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu as besoin d'expliquer des choses, mais si t'as pas à le faire, là, tu sais, fais-le pas, là. Ça me semble que c'est assez simple. Qu'est-ce que t'en penses, là? Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'elle dise ça dans le cours. Vraiment pas. Mais moi, ce qui m'a irrité, comme je le disais, c'est que t'as des gens qui ont essayé d'apprendre à des personnes qui sont des afro-descendants, puis des fois des descendants d'esclaves, leur dire vous devriez pas être irrité par ce mot-là. Moi, j'ai même entendu un journaliste dire non, mais dans la francophonie, le nègre, c'est quelque chose de positif. Puis je disais, ouais, non. Non. Je pense que là, tu fais référence à des extrêmes. Parce que j'ai dit comme t'es-tu renseigné sur l'histoire des Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, comme je sais pas d'où tu sors, mais si ta référence est Dany Laferrière, oui, Dany Laferrière, c'est positif, mais justement, Dany Laferrière, lui, c'est parce que c'est un écrivain qui a plein de privilèges que d'autres Noirs qui sont pas des figures publiques ont. Tu sais, Dany Laferrière se fait arrêter par la police, ça va peut-être mieux. Ou Normand Brathwaite. Ou Normand Brathwaite, ça va probablement mieux se passer que si, tu sais, c'est, mettons, mon voisin Steve, là, tu comprends? Je vais essayer de rapper ça parce que c'est un bon débat. Alizé, PJ, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Qu'est-ce que Alizé serait constructif qu'on fasse la société, hein, mettons québécoise pour limiter ça, là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer tout le monde ensemble ou améliorer la situation de la vie des gens? Je pense que le fait d'en parler puis de juste d'avoir cette prise de conscience-là, tu vois, ultimement, le fait qu'on en parle puis qu'on donne de l'énergie puis du temps à ça, ça nous fait réfléchir à ça. Ça nous fait davantage se conscientiser par rapport à ce débat-là puis à comment certaines personnes peuvent se sentir quand on dit X mots. Puis tu sais, ça peut être le N-word pour n'importe quelle communauté, mais ça peut être, tu sais, parler de, je sais pas moi, de bouffe cachère au niveau des Juifs, je pense, tu sais, ça peut être n'importe quel mot associé à n'importe quelle religion. Oui. Là, je sais que François, tu me regardes comme... Oui, j'ai hâte de voir ce que tu t'en vas avec ça, là. Mais tu sais, n'importe quel...
comment je pourrais dire ça? N'importe quelle communauté a ses stigmatisations, ses stéréotypes. Oui. Puis ça, peu importe la communauté, faut en parler. Tu sais, comme là, on parle d'un exemple précis, Bâtir mais des ponts. Ça peut s'étendre à plein de communautés différentes, à plein de stéréotypes différents, puis tout ça, ben ça reste la même logique, c'est ris pas de ça, fais juste être chill avec tout le monde, puis ça, c'est une des choses nice au Canada, c'est que, mettons, selon moi, là, comparativement à bien des pays dans le monde, au Canada, c'est un des endroits où on est ouvert justement sur toute cette forme de diversité-là, puis peu importe au niveau que ce soit de la religion, de la couleur de peau, de ton orientation sexuelle, de tes convictions religieuses, genre on est ouvert par rapport à ça, puis ça, c'est vraiment une nice chose. Ouais, mettons, c'est de la provocation appeler des Québécois, mettons, désolé, le fucking frogs, puis c'est de la provocation appeler des Amérindiens, des Indiens, même si eux, des fois, ils vont dire, j'ai déjà entendu des membres de communautés autochtones dire, ben tu sais, nous, les Indiens, c'est un thème qui se sont réappropriés, mais allez pas dire ça, c'est de la provocation, c'est du mot indien en 2020. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a besoin comme société pour vraiment faire avancer le débat, puis calmer le climat social, parce que je pense que les gens sont écœurés de ce climat social-là qui est tendu. Il y a des gens qui disent, comme François Legault, que reconnaître que le racisme systémique existe, ça va créer des tensions. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est que, tu sais, il faut qu'on le sorte, ça va faire mal, peut-être pendant 2-3 jours, puis après, ben, on va construire par-dessus ça, puis on va avoir crevé l'abcès. Donc, la reconnaissance du racisme systémique, pour moi, c'est la chose à faire. Je veux mon t-shirt bâtir des ponts. Bâtir des ponts. Je veux mon t-shirt bâtir des ponts. Mais c'est important, puis c'est parce qu'à un moment donné, puis là, je vais passer à l'autre chose, on passe aux States, là, mais on est tellement dans une logique d'algorithme, puis de division sociale, puis de un a dit ça, puis l'autre est méchant, puis on est tous dans notre bulle, soit de péquiste, ou de libéral, ou de, je sais pas si ça existe une bulle de diversité, Alizé, mais on est tellement tous dans une bulle qu'à un moment donné, il faut péter ces bulles-là, faut voir comment les autres vivent. Il y a quelqu'un qui est alien par rapport à moi. Hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes combats? As-tu des enfants? Qu'est-ce que tu souhaites pour tes enfants? Quel avenir? À un moment donné, tu vas trouver des choses communes, tu vas trouver des projets communs à faire ensemble, la personne va te communiquer des blessures, faut écouter, il faut bâtir des ponts. Je me sens comme Jésus en ce moment, là, mais Boswell, c'est pas compliqué. En tout cas, allons essayer de bâtir des ponts aux States. Messieurs, dames, c'est le moment qu'on attendait tous. Que se passera-t-il mardi? Que se passera-t-il? Je vais résumer ça assez rapidement. Là. Je vais sauter toutes les notes qu'on a. Alizé, Jérémy, c'est quoi vos prédictions pour mardi? Qui gagne et pourquoi? Alizé, qui gagne? Je commence avec toi. Donald Trump, je ne pense pas que ce sont les urnes qui vont déterminer le gagnant aux prochaines élections. C'est la Cour suprême, comme en 2000. Très intéressant. Je n'ai pas entendu cela beaucoup. Intéressant comme opinion. OK. Jay? C'est très intéressant. Moi, désolé, je vais y aller avec une opinion plus plate. On va savoir qui va être le prochain président des États-Unis dans les prochains jours. D'après moi, ça va être, je l'espère, puis pour le vrai, d'après moi, je pense que ça va être Joe Biden dans le fond, pour la raison suivante, au niveau de la gestion de la crise du coronavirus. Puis peut-être même au niveau toutes les tensions, justement, raciales qu'il y a aux États-Unis. Je pense que ces deux enjeux-là vont jouer beaucoup au niveau du taux de participation des élections, parce que je l'espère, je le pense, je le suppose, qui va faire pencher la balance vers Joe Biden gagnant comme président des États-Unis. Mais, tu sais, Jérémy, c'est assez évident, là, évident. Tu sais, les sondages, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'entendent pour dire, en faisant pas les mêmes erreurs statistiques qu'on a fait en... Exactement ce que j'allais dire. C'était quand? C'était en 2016? 2016. OK, il y a des gens... Tu sais, Joe Biden va probablement remporter le vote populaire, mais il y a plein de choses qui vont se passer. Ouais. OK, attends, c'est à mon tour, mais je vais embarquer là-dessus. Là. Je dis aussi Biden sur la peau du cul. Fait que je suis d'accord avec toi que, je voulais te dire ça, t'as raison, que l'ensemble des sondeurs ont refait leur métaux, puis tout le monde, en tout cas, ce que je lis, là, c'est que tout le monde va vers son calcul ou son évaluation la plus conservatrice pour surévaluer Trump en ce moment. Donc, moi, je dis que ça va être Biden sur la peau du cul, plus de l'instabilité politique. Parce que je ne pense pas que Trump va changer. Puis le 4 novembre, il va capoter, puis il va dire que c'est un rigged election, puis il va refuser probablement de partir, puis ça va... T'as raison que ça pourrait aller jusqu'à la Cour suprême. J'avais pas catché là-dessus, mais t'as raison. Surtout avec Amy Coney Barrett qui est rendue juge de la Cour suprême. Les 6 autres, là, surtout. Là. Bon, enfin, mais là, toute la Cour est rendue conservatrice. Là. Ça, c'est ça. Donc, mesdames, s'il y a des Américaines qui nous écoutent, vous pouvez maintenant venir vivre au Canada. Vous avez plus de liberté bientôt qu'aux States. OK, pourquoi Biden?
c'est pas pareil que 2016 en ce moment. Là, en ce moment, il y a vraiment des gens qui s'opposent à lui dans son propre camp. Ça, d'habitude, ça représente bien le pouls de l'électorat global. Quand tu as des électeurs, des organisateurs, des élus républicains qui votent contre toi, qui votent contre son propre parti, c'est un bon indicateur de l'humeur nationale ou complète d'un groupe étudié. Autre affaire, les États qui sont généralement très républicains sont maintenant soit en péril pour les républicains, soit en toss-up, ou soit ça veut dire, dans le fond, ils peuvent être pris par les démocrates, sont plus vraiment rouges, sont entre les deux. Ça s'est pas vu depuis genre les années 60, années 70. Là. Fait que ça, c'est quand même un autre indicateur important. Ça voudrait dire en ce moment que Biden est tellement en avance au niveau national que ça a un effet dans les États, puis qu'on voit l'effet de ça sur les courses au Congrès, sénatorial, etc. L'autre affaire que je trouve intéressant, c'est que Biden n'a pas recentré son message. Il a gardé une ligne assez ferme pour les Américains sur le pétrole. Il a parlé de transition du pétrole. Il ne voulait pas protéger les jobs du pétrole. Il allait changer ça. Il a gardé un message aussi quand même très ouvert sur la diversité. Il n'a pas essayé de recentrer puis de vraiment, il a uni, mais il n'a pas tassé des groupes. Il n'a pas démotivé les communautés noires. Il n'a pas démotivé les Hispaniques. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a une raison pourquoi je pense qu'il fait ça. C'est que si on regarde la démographie, les chiffres, en ce moment, il y a autant d'électeurs potentiels millennials jeunes, je pense qu'il y en a même plus que de boomers. Là, je dis pas qu'il va y avoir au plus de millennials qui vont voter que de boomers, mais le potentiel est là, puis le point de bascule est atteint cette année, où il y a plus de millennials aux States que de boomers. Fait que c'est sûr que si tu veux pas démotiver ta base, comme le PQ est très bon à faire des fois, comme souveraineté, puis quand tu es en élection, c'est comme oups, on vire. Mais là, si tu veux pas démotiver ta base, puis tu gardes tes positions pour les motiver, pour les faire voter, puis que tu mises sur ça, tu peux vraiment remporter des États grâce à la démographie. Fait que je m'attends à ce que ça passe plutôt bien. Fait qu'on s'en reparle mardi prochain, mercredi prochain. Ouais, j'ai bien hâte à ça. D'autres choses là-dessus? Je sais pas de quoi on va parler mardi prochain parce que moi, je pense qu'on n'aura pas les résultats mardi. Ben, peut-être qu'on va attendre un petit peu puis c'est ça qui va arriver. T'as raison. Mais moi, je pense que ça va prendre. Comme je te dis, là, ça va prendre du temps. Là. À mon avis, ça va aller en Cour suprême puis Donald Trump est en train de tout faire pour que ça soit contesté. En fait, il est en train de tout faire pour que dans chaque État, tu puisses avoir des ballots qui vont être contestés. Ouais. Puis ça va aller en cour d'appel. Puis là, les avocats des démocrates vont... C'est ça. Bref. Mais, si vous voulez voir justement des républicains qui sont contre Donald Trump, moi, je vous propose un compte TikTok qui est absolument savoureux. C'est quoi? Savez-vous comment on a su que Kellyanne Conway avait la COVID? Par sa fille. C'est ça. Sa fille, là, elle a comme 1 million d'abonnés sur TikTok, puis elle déteste Donald Trump, puis elle fait suer sa mère avec ça. Puis c'est qui son père? C'est un républicain, justement, qui est contre Donald Trump. Qui est dans le Lincoln Project. Hey, les réunions de famille doivent être mongoles. Hey, pour vrai, là, allez voir son TikTok à cette fille. Je me souviens plus c'est quoi son nom, mais vous tapez Kellyanne Conway, tu sais, Does Daughters on TikTok, puis vous allez trouver ça. C'est bon, c'est bon. Pour les auditeurs, on va rapper ça, gang, mais juste finir sur... pour faire si j'ai à vous laisser une manière facile de jauger qu'est-ce qui arrive mardi soir, regardez 4 États, OK? Dans le fond, là, il y a à peu près juste 4 États que vous avez besoin de regarder. Là, en ce moment, les sondages sont tellement bons pour Biden que ça lui donne le Wisconsin puis le Michigan. Okay? Ça lui donne ça, fait que c'est pas mal fait. Il y a un concept que je ramène souvent aux engagés publics, c'est celui de chemins électoraux. C'est bien beau faire une élection sur les relations de presse, mais à un moment donné, ça te prend de l'organisation politique, puis ça te prend des chemins électoraux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça te prend les comtés qu'il faut que tu pognes pour absolument gagner ta majorité. Généralement, ça, c'est géographique. C'est un chemin géographique. C'est comme le PLQ, il dit, OK, il faut qu'on prenne l'île de Montréal, on va aller chercher l'Outaouais, on va aller chercher, mettons, on va aller reprendre Bonaventure. Mauricie, Québec national. Tu as des chemins comme ça électoraux géographiques. Fait que ça fait comme un espèce de chemin sinueux.
Aux States, c'est encore plus visuel parce que tu as 50 États. Puis tu as des États qui sont très républicains ou démocrates. Là, j'arrive à mon point. Il y a 4 États que vous devez suivre. C'est les seuls États à peu près. Regardez-les. Ça va être mes indicateurs pendant la soirée pour voir comment ça va pour Biden ou pour Trump. Regardez la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Floride, puis l'Arizona. Notez ça. Si Trump perd un seul de ces 4 États, il a perdu. Si il perd la Pennsylvanie ou North Carolina ou la Floride ou l'Arizona, c'est fait. La tendance de la vague va faire que Biden va gagner, puis soit ça fesse ou plus. Fait qu'il y a juste... Les chiffres donnent une bonne direction en ce moment. Là. Mais je peux me tromper. Les chiffres sont peut-être de la merde. C'est on the record, non, mais moi, je me fie sur les chiffres du moment. Si ça donne que les sondeurs se sont encore fourrés, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai hâte de voir avec les chiffres si tu vas avoir eu raison ou pas. J'ai hâte. On s'en reparle mercredi, jeudi. En tout cas, on aura 4 ans pour t'achaler après avec ça. Mais moi, j'ai pas voté libéral, Denis Martel. Oui, Ça, là, il a dit qu'il aurait pas dû le dire, ça. Oui, il l'a dit en plus, puis il l'a redit plusieurs fois dans l'épisode. La prochaine fois, j'enregistre juste un podcast avec lui, c'est sûr que j'ai le savez-vous qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, moi, en ce moment, j'ai un stream deck qui me permet de faire des petits sons là, comme ça. Là. It's all fake news. Bon. It's phony stuff. Je vais sortir Denis qui dit qu'il a voté libéral. Ah ouais, ben oui. C'est clair que je fais ça. OK. Allez, merci. C'est notre épisode cette semaine aux engagés publics et merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, Alizé. C'était le fun. Vraiment nice. Oui, c'est fun. Donc, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et pour recevoir notre infolette, consultez notre boutique ou pour vous engager, vous visitez engagépublic.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.